sens qu'il y a des révélations qui arrivent là. Ouais, absolument. J'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine, la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc, je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Restauration écologique du district de Pinyan, province du Fujian, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pinyan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. Bon, alors là, celui-ci, il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza. Je sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc, on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Et aujourd'hui, quand même, il faut le dire, l'Assemblée nationale vient de laisser Richard Ferrand, un ami d'Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. Et moi, ce que je n'explique pas, c'est que le Rassemblement national a laissé faire ça en s'abstenant. Ça, je ne me l'explique pas. C'est-à-dire qu'on laisse un proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, un homme qui a dit qu'il voulait que Macron fasse un 3e mandat. Enfin, donc on en est là dans le degré de courtisanerie de Richard Ferrand. Et cet homme-là, on le laisse prendre la tête du Conseil constitutionnel. Ça fait donc le 3e socialiste à la tête de l'institution la plus importante de France. Et après, on s'étonne de la dérive liberticide. Sarah Knafo qui est à Washington, je crois. Bonjour Sarah. Bonjour Cyril. Oui, je suis à Washington. Merci. C'est pas la même atmosphère ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ici, on aime la liberté. Ici, on a l'impression qu'il y a un pouvoir qui fait enfin confiance dans le peuple, qui défend la liberté d'expression. C'est moi, ça me fait plutôt de la peine pour mon pays quand je vois ce qui se passe ici, parce que je me dis qu'on est quand même le pays qui a inventé les droits de l'homme. On est le pays qui a le plus défendu la liberté. Et aujourd'hui, moi, j'ai des Américains qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Là, ce qu'on m'a dit ce matin, c'est que vous êtes le premier pays en Occident qui a interdit des chaînes de télé. Non. Et ils me disent, nous, avant, quand on se plaignait de l'Europe, c'est à l'époque du communisme. On regardait l'Europe en se disant, il y a un totalitarisme qui interdit des journalistes et qui met en prison des gens pour leurs opinions. Et vous êtes en train de le reproduire. C'est fou. Alors, on entend mal, pas très bien Sarah. Est-ce qu'on peut la recaler, Sarah, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez la rappeler dans 1 minute? Merci, qu'on l'entende bien, parce que c'est intéressant. Puis je voudrais poser plusieurs questions à Sarah Knafo. Sarah, rebonjour Sarah. Merci d'être là, Sarah. Merci d'être là, Sarah. Alors, Sarah Knafo, donc vous nous disiez, vous êtes en direct à Washington, et c'est vrai que je vous sens limite plus triste que moi, Sarah. Moi, je suis très triste pour ce que ça symbolise. C'est-à-dire qu'on a 15 juges, c'est-à-dire 15 personnes au Conseil d'État qui viennent d'empêcher des millions de personnes de regarder chaque soir la chaîne qu'ils plébiscitaient. Quand on voit les succès de la chaîne C8, les succès de l'émission TPMP, on se dit qu'il y avait quand même une forme de plébiscite de la part du peuple et que c'est 15 personnes qui ont décidé dans le cœur de Paris de priver tous ces gens de leur émission. Quand on regarde les profils qu'il y a à l'Arcom, regardez-les et vous verrez les connexions qu'il y a avec le Conseil d'État. Et on sait. Ensuite, on comprendra est-ce que vous pouvez expliquer ça? Moi, Cyril ne s'étonnait de ça. Expliquez-moi, expliquez à nos auditeurs, Sarah Knafo, parce il faudrait que vous expliquiez à nos auditeurs. C'est pour ça que on s'était eu, on va pas se mentir, je parle beaucoup à Sarah Knafo, et on s'était dit tous les deux, on savait très bien, on sait comment ça se passe, et on savait très bien qu'il n'avait aucune chance que le Conseil d'État infirme la décision de l'Arcom. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi nous qui connaissons les rouages de ces institutions, on était sûr de ça? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien un petit peu la mécanique? Bien sûr. Déjà, c'est vrai, ça fait des mois qu'on en parle avec Cyril et que tout le monde nous dit « mais c'est pas possible, ils n'oseront jamais, c'est trop grave, ça créerait un précédent trop grave » et ça fait des mois qu'on essaye de dire aux gens « si, ils le feront ». D'abord parce qu'on sait que ça ose tout et c'est à ça qu'on les reconnaît, mais ensuite parce qu'il y a des raisons logiques de personnes. Il faut regarder les profils, il faut regarder les écoles qu'ils ont faites et je les connais parce que j'ai fait la même école qu'eux, sans vouloir citer l'ENA.
Je vois qui sont ces gens, je connais leur parcours, on connaît leurs amitiés, on sait de qui ils sont proches, et ça n'est pas étonnant qu'ils se répondent entre eux. Et ça, c'est zéro complotisme, c'est tout simplement leurs CV qui sont publics. Vous pouvez aller les voir sur LinkedIn, sur leur page internet, c'est public. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est grave? C'est un immense dévoiement du rôle du Conseil d'État. Il faut savoir qu'historiquement, la justice administrative, ça sert à une chose dans notre pays, c'est à protéger les libertés publiques des citoyens devant l'arbitraire de l'État. C'est-à-dire que on se disait que l'État pouvait prendre des décisions liberticides et qu'il fallait que les citoyens aient le pouvoir de faire un recours devant la justice, donc devant le Conseil d'État, devant les tribunaux administratifs, pour pouvoir faire protéger leurs droits devant l'État. Et là, on remarque que c'est exactement le contraire qui se produit. C'est-à-dire que le Conseil d'État soutient, comme très souvent malheureusement depuis quelques années, soutient les décisions liberticides quand ça va contre les intérêts des Français. Et moi, ce que j'aimerais dire là, de profiter d'être à votre antenne, c'est pour dire aux gens qui se réjouissent qu'il faut qu'ils comprennent une chose. S'ils ne défendent pas les libertés pour les autres, un jour ce sera la leur qu'on retirera. Quand on défend la liberté, on la défend pour tout le monde, et même pour ses ennemis. Et il y a une grande différence entre la droite et la gauche, c'est que nous, les gens de droite, on ne voudra jamais interdire les télévisions de gauche. On ne voudra jamais interdire leurs médias. Vous n'avez jamais entendu un homme politique, une femme politique de droite proposer l'interdiction de l'immigration ou de l'humanité. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des horreurs à l'intérieur. Jamais. Nous, on veut juste dire qu'on va arrêter de payer pour ça. C'est déjà pas mal. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que eux, la propagande, ils la font avec notre argent. Ça, c'est une immense différence. C'est avec nos impôts qu'ils font leur propagande. Quand on regarde le service public, nous, on n'a jamais dit qu'il fallait l'interdire. S'ils veulent continuer de faire des émissions de propagande, qu'ils le fassent, mais qu'on les privatise. Et on verra s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour écouter ça. Moi, je crois pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas à nous de le payer. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, quand on sera au pouvoir, on fera cette révolution de la liberté. On leur laissera tout à fait le droit à la parole, mais ce sera plus avec notre argent. Exactement, mais c'est fou. Alors, Sarah Knafo, on s'était eu au téléphone, on va pas se mentir, lorsque la décision de l'Arcom était tombée cet été. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout étonné, vous vous en rappelez, parce que je n'étais pas du tout étonné de la décision. Je l'avais annoncé même aux dirigeants de la chaîne. Je me souviens très bien. Vous le sentiez parce que vous sentiez que vous étiez en train de déranger, que c'est pas la première pression qu'on vous met. Là, ils ont tenté le moyen final, c'est-à-dire l'interdiction pure et simple. Mais je pense que mieux que les autres, vous aviez senti à quel point vous dérangiez. Parce qu'il y a une parole de liberté sur votre plateau. Et d'ailleurs, les gens vous caricaturent en disant vous soutenez tel ou tel parti. C'est pas vrai. Au moment des Gilets jaunes, il faut se rappeler de qui les a accueillis en premier sur son plateau. C'était TPMP. Et les Gilets jaunes, c'était pas ni l'extrême droite, ni la droite, ni un parti politique. Donc je pense que ce qui les dérange, c'est cette désintermédiation que vous faites entre le peuple, ce que pense le peuple et ce que vous regardez les gens à la télé. Et ils ont trop pris l'habitude de montrer seulement ce qu'ils voulaient montrer, de choisir les mots qu'ils employaient, de cacher certains faits divers, de cacher certains scandales, de cacher les émotions du peuple sur tel ou tel sujet. Je donne un exemple parce que ça me concerne, mais à chaque fois que je soulève un scandale financier, par exemple, le gaspillage de l'argent, et étonnamment, c'est toujours Cyril Hanouna qui le relaye, et c'est jamais le service public. Et pourtant, le service public, il devrait penser que c'est un intérêt général de défendre les impôts des gens. Bah non, étonnamment. Donc je pense que c'est pour ça que vous dérangez, et c'est aussi pour ça que vous l'aviez senti. Sarah Knafo, juste il y a pas mal de gens aussi qui disent oui, c'est pas l'Arcom qui a pris la décision, c'est pas le Conseil d'État, c'est plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que il y a pu avoir une intervention, je sais pas, du chef de l'État ou peut-être de son secrétaire général, ou je sais pas. Est-ce que à minima l'Arcom prévient le chef de l'État ou le secrétaire général de l'Élysée sur une décision comme ça? J'ai aucune information pour dire que c'est lui qui a pris la décision ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat. Et je pense que la première particularité de ceux qui dirigent ce genre d'institution, c'est aussi beaucoup la lâcheté. Et je ne les imagine pas avoir le courage de prendre une décision qui pourrait déplaire au gouvernement ou au pouvoir. Donc, j'imagine qu'ils doivent se dire que ça va plaire. J'ai aucune information pour dire que Emmanuel Macron a demandé d'appuyer sur le bouton, mais personne n'est dupe. Et tout le monde sent bien qu'il y a un climat, qu'au bout d'un moment, ils doivent se dire que ça va plaire. On sait que c'est en Conseil des ministres qu'Emmanuel Macron peut nommer ces gens. Je parle pas du Conseil d'État, mais de l'Arcom. Donc, forcément, au bout d'un moment, on se dit qu'ils doivent s'imaginer, en tout cas, que ça lui fera plaisir, à défaut que ce soit lui qui l'ait demandé. Ce qui est très frappant aussi, c'est quand on regarde les personnalités qui sont à la tête des plus grandes institutions de l'État. Si je vous prends les trois principales, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, Conseil d'État, figurez-vous, 3 socialistes.
3 socialistes. Oui. Le Parti socialiste, avec Anne Hidalgo, a fait 1,87% à la présidentielle et il dirige les 3 institutions les plus importantes de France. Et aujourd'hui, quand même, il faut le dire, l'Assemblée nationale vient de laisser Richard Ferrand, un ami d'Emmanuel Macron, à la tête du Conseil constitutionnel. Et moi, ce que je ne m'explique pas, c'est que le Rassemblement national a laissé faire ça en s'abstenant. Ça, je ne me l'explique pas. C'est-à-dire qu'on laisse un proche d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, un homme qui a dit qu'il voulait que Macron fasse un 3e mandat. Enfin, donc on en est là dans le degré de courtisanerie de Richard Ferrand. Et cet homme-là, on le laisse prendre la tête du Conseil constitutionnel. Ça fait donc le 3e socialiste à la tête de l'institution la plus importante de France. Et après, on s'étonne de la dérive liberticide. Non mais c'est sûr. Et alors on va libérer Sarah Knafo. Voilà, Sarah, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et vous êtes un amour. Et, bon voyage. Bon séjour à Washington. Faites quoi là-bas? À très bientôt, Cyril. Je suis au CIPAC. Donc le CIPAC, c'est la conférence des conservateurs mondiaux à laquelle Milei va venir. Il y a Donald Trump qui fait un discours jeudi. Et donc là, ça commence cet après-midi. Okay. Moi, pour l'instant, il y a Jordan Bardella aussi qui sera. Absolument, ouais. Tous les deux, on représente nos groupes respectifs au Parlement européen. Moi, le groupe Europe des Nations Souveraines, dont je suis la vice-présidente, et lui, le groupe Les Patriotes pour l'Europe. Et donc, on y est. Exactement. On y est. C'est bien qu'il y ait des Européens qui se rendent compte qu'il y a quand même un vent de liberté et qu'il faut pas être à contresens. Merci, Sarah. Comme aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Merci, Sarah. À très bientôt, Cyril. Ce qui est très frappant aussi, c'est quand on regarde les personnalités qui sont à la tête des plus grandes institutions de l'État. Si je vous prends les 3 principales, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, Conseil d'État, figurez-vous, 3 socialistes. 3 socialistes. Oui. Le Parti socialiste, avec Anne Hidalgo, a fait 1,87% à la présidentielle et il dirige les 3 institutions les plus importantes de France. Là, on va faire un petit gap. Et après, on va faire le sommet. Très bien. Ça, ouais, c'est très important. Il faut qu'on arrive à protéger tout ça. Ah, super top. Et on vous soutient. Vous êtes tout au bout de la passe. Nickel. Et alors, hein, on lâche rien. Je fais une photo, c'est une idole. Je vous dis, Bravo pour votre invitation. Franchement. Je suis très fan. Merci. Bon courage à vous. Voilà. Bravo. Merci, c'est très gentil. Oui, mais j'ai une commission chambre cet après-midi. Mais j'y serai à midi. Mais non, mais c'est très compliqué là, le mois de mars.